Donc bonjour à tous, merci d'être présents ce soir sur le sujet donc Trade 360 intitulé Le naufrage d'un courtier régulé. Naufrage puisqu'on est effectivement le terme est exactement choisi. Je me présente, Marc Bouzy, je suis le dirigeant de Broker Défense France maintenant. Et nous travaillons avec Maître Georgieva et également Maître Novakov, donc présent aujourd'hui ce soir. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Maître Irina Georgieva, inscrite au barreau de Sofia en Bulgarie, et j'étais engagée dans cette affaire 360 pour mener une procédure précontentieuse essayant à négocier les remboursements des fonds perdus des gens des victimes. Je peux les appeler des victimes parce que derrière les pratiques de traite 360, il y a bien des pratiques pas très honnêtes. Bonsoir à tous. Je suis Gotse Novakov, avocat inscrit au barreau de Paris et spécialisé dans les escroqueries financières. Par le passé, j'ai eu affaire à des courtiers régulés, donc de ce genre de courtiers régulés chypriotes. Donc, l'affaire m'est bien connue. Et donc là, ce soir, je serai, sans aller dans les plus grands détails, donc je vous exposerai les grandes lignes en cas d'une action pénale contre Trade 360. Trade 360, c'est une affaire qui remonte au moins à, pour les plus anciens, environ 2 ans et demi, je dirais. Et pour laquelle ça se présente avec une société donc titulaire d'une régulation sur Chypre. Donc sur le papier, tout était relativement correct, sauf que vous aviez des personnes comme un qui est resté tristement célèbre, donc un commercial que vous avez pour la plupart d'entre vous souvent au téléphone, qui s'appelait Philippe Cardini, et qui a eu une attitude qui était largement contestable dans ses propos, dans sa manière d'être et dans ce qui s'est passé, puisqu'il vous a, soit lui, soit les personnes de son équipe, poussé à avoir des pertes plus que de raisonnables que vous n'auriez pas forcément eu si vous aviez été seul face à ce type de société. Alors, juste pour compléter le rappel des faits, on a pu monter une opération de médiatisation avec France 2. Donc, ça a été diffusé dans l'émission Envoyé spécial en avril 2021 de mémoire. Avec l'enquête qui a été menée par les journalistes de France 2, ça a permis de débloquer la situation. C'est-à-dire que précédemment, vous aviez ce courtier qui, au tout début, semblait donner des suites favorables aux demandes qui lui étaient faites. C'est-à-dire qu'on a eu des témoignages de personnes qui arrivaient à avoir des remboursements en cas de plainte et arrivaient à avoir de manière partielle, jamais totale, une indemnisation par rapport à ce qui leur était arrivé. Et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Suite à la diffusion du reportage, on a eu des informations du terrain qui nous ont indiqué que ça avait eu un grand bruit, non seulement à Chypre, mais également en Israël, là où le centre d'appel était situé, puisque le Philippe Cardini, cette personne-là avait été identifiée, et l'équipe de France 2 avait essayé de l'interviewer à Tel Aviv à la sortie de son bureau, scène qui avait été filmée à l'époque. Suite à ceci, à la rencontre avec le cabinet d'avocats, alors ça c'est une scène qui n'a pas été diffusée par France 2, mais une rencontre avec le cabinet d'avocats qui défendait les intérêts de Trade 360, la société CrowdTech. Cette rencontre avait donné lieu à un début de négociation qui a permis à un premier groupe de victimes d'obtenir une indemnisation, alors certes relativement faible, mais ça s'est arrêté là, à ce stade. Donc, on se rend compte que dans la manière de procéder de Trade 360, il y a eu plusieurs, on va dire, il y a eu une sédimentation de modes opératoires différents. Il y a eu Trade 360 en propre,
avec Philippe Cardini et les autres personnes qui a appelé au nom de Crowdtech, la société chypriote, au nom de Trade 360, qui tenait des propos qui pouvaient être largement contestés dans leur esprit, si ce n'est dans leur légalité. Après, on a eu la période où vous aviez une société intermédiaire de formation, Académie Générale, qui était intervenue, donc qui servait en fait de filtre et de véhicule légal pour concentrer tout ce qui était conseil malveillant, manipulation des clients, enfin tout ce que ne se permettait pas de faire directement Trade 360 était réalisé au sein de cette structure, de ce véhicule. Et il y a eu différentes variations. Alors également, on a eu des éléments de connexion, de lien avec une affaire, un courtier non régulé, pour le coup, qui s'appelait Silveris, donc avec des éléments extrêmement pointus et probants. Et au fur et à mesure des recherches qui ont été faites, on a découvert une nébuleuse, des connexions avec de très nombreuses sociétés, des ramifications internationales. On s'est rendu compte que Trade 360 Crowdtech, somme toute, est une structure relativement vide sur Chypre, on va dire en toute transparence par rapport aux autorités de la SAISEC, le régulateur chypriote, puisque ce sont des choses qui visiblement avaient été portées à leur connaissance dans le cadre du dossier de régulation, j'imagine. Ça, on n'a pas la preuve, elle est dans les livres de la SAISEC en tout cas. Et que dans le cadre de ce montage, on a des éléments qui arrivent dans tous les sens et on se rend compte qu'il y a eu un rideau de fumée qui a été construit, qui a été mis en place. Donc, j'étais arrivée jusqu'à exactement cette deuxième étape de mon intervention, la mise en demeure collective que j'ai envoyée directement à Trade 360. La société elle-même ne m'a pas répondu. Et suite aux recherches et investigations de l'équipe de M. Bozzi, j'ai contacté directement le cabinet d'avocats qui était en charge de toute communication juridique avec la société Crowdtech. Après cette lettre que j'ai adressée à mes confrères à Chypre, j'ai eu une réponse et nous avons commencé une négociation concernant le remboursement partiel, bien évidemment, des gens qui ont perdu leur fonds. Juste une petite précision qui est quand même importante. Ce cabinet d'avocats était quand même un peu plus qu'un cabinet d'avocats lambda dans la relation avec Crowdtech, parce que la domiciliation officielle de la société était dans les bureaux du cabinet. C'est-à-dire que l'adresse légale de cette société était à l'adresse du cabinet. Donc, ça a été en fait le motif pour lequel, avec les journalistes, on s'est déplacé sur place pour aller en contact direct avec le cabinet d'avocats. Ce n'était pas tellement pour interroger le cabinet, c'était pour voir à quoi ressemblait l'adresse légale de la société. Et donc, ce cabinet d'avocats, au début, il communiquait avec moi au quotidien et à un moment donné, ils ont arrêté tout contact par mail, par téléphone. Je m'interrogeais de pourquoi cette réaction de leur part et je me suis rendu compte en fait qu'ils ont décidé stratégiquement de mettre la société Crowdtech en liquidation exactement pour ne plus négocier, pour vider la société de tous les fonds qui peut détenir et que la plupart des gens qui ont eu soi-disant un contrat avec Crowdtech ne figuraient pas dans la liste des clients à rembourser lors d'une procédure de liquidation. Avant que la procédure elle-même commence, j'ai profité de cette petite période de dizaine de jours de déposer des plaintes auprès du régulateur chypriote, parce que quand la liquidation n'est pas encore commencée et il y a des plaintes enregistrées, la procédure de liquidation doit être interrompue exactement pour une investigation du régulateur. Et quand ce litige est résolu avec le régulateur, là, la procédure de liquidation pourrait suivre ces étapes. J'étais très étonnée pour expliquer en quelques mots en quoi consiste la procédure de déposer une plainte auprès du régulateur.
Tout d'abord, il faut avoir une lettre de mise en demeure, une invitation pour négociation avec la société. Là, je l'avais. Et après, si la société ne donne pas suite à cette invitation, elle doit donner un numéro de référence pour chaque client différent pour que je puisse déposer plainte séparément. Ça doit être individuel, personne par personne. Donc, pour chacun, j'ai demandé un numéro de référence. Le Techvaltech a donné un numéro de référence pour chacun, donc j'ai pu déposer mes plaintes à temps. Certainement, ça prend un peu de temps pour que le régulateur les gère, mais quand même, le temps passé et je n'avais aucune réponse du SAISEC et jusqu'aujourd'hui, personne ne me répond de leur part à quelle étape sont les plaintes et est-ce que la procédure de liquidation a commencé malgré les plaintes déposées et quel stade sont les deux procédures. Je n'ai aucune idée parce qu'ils ne communiquent pas avec moi. La dernière lettre du régulateur, ça date de 19 janvier. Il m'explique dans un mail, je dirais plutôt un mail type, les étapes des procédures, mais juste de manière informative. Les deux des étapes étaient déjà accomplies. Et la troisième étape est porter plainte, porter l'affaire en justice. Donc, je comprends par ce mail qu'il refuse de communiquer avec moi. Et si si je ne suis pas satisfaite de leur réponse, je devrais m'adresser aux tribunaux. Tout ça, au final, me fait penser qu'il y a un élément pénal dans toute l'histoire, parce que ce n'est pas très transparent leurs actions. Quelques petits éléments de contexte qui me semblent extrêmement importants de rajouter et de préciser. Qui est que donc, vous avez connaissance d'une demande de renonciation volontaire de licence, parce que s'agissant d'une société régulée, une société régulée ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Elle se doit de respecter un minimum de forme et elle doit commencer par faire une demande à une renonciation volontaire de sa licence, qui est une procédure totalement encadrée qui prend une durée de 6 mois. Et dans la période de laquelle il est possible d'intervenir, de déposer des dossiers, de déposer des plaintes. C'est ce que vous avez fait donc, auprès du régulateur. Et quand la plainte, le dossier de plainte individuel par chacune des personnes a été déposé en bonne et due forme selon les procédures qui sont préalablement indiquées par le régulateur chypriote, c'est-à-dire en obtenant un numéro auprès de la société elle-même qui permet après de remplir un dossier auprès du régulateur. Normalement, ceci doit entraîner à minima une communication, une réponse avec le régulateur. Donc là, déjà à ce stade, vous avez constaté l'anomalie de le non-respect de la forme, mais non seulement du côté de la société, mais également du côté du régulateur. Bonjour. Oui, bonsoir, merci. J'avais une question qui est un petit peu liée avec ce que vous venez d'évoquer, Monsieur Bouzy, c'est est-ce qu'il faut un motif valable pour procéder à une liquidation ou est-ce que tout le monde peut procéder, enfin n'importe quelle société peut procéder à une liquidation comme ça? Vous avez abordé un autre sujet qui est, il y a un délai avant de procéder à une liquidation, mais voilà, ma question c'est pour savoir s'il y avait un motif valable. Et j'ai une deuxième question. Déposer une plainte envers le régulateur. Alors, sur la partie plainte, je vais laisser Maître Georgieva dire un mot dessus. Juste sur la partie liquidation, à partir du moment où une société et ses dirigeants décident de se dissoudre et de cesser leur activité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de plus, un événement extérieur déclencheur qui va forcer la liquidation. La volonté propre des dirigeants et des propriétaires peut suffire. Parce que les dossiers qui ont été déposés, Maître Georgieva, si vous me corrigerez derrière, ce sont des dossiers, vos clients font état de situations d'anomalie du courtier auprès de son autorité de régulation, le régulateur chypriote. Mais si la question est est-ce que la responsabilité du régulateur chypriote peut être mise en cause
parce qu'il pourrait être amené à avoir commis des manquements par rapport à son activité de régulateur. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose de pertinent, de prouvable, et qui peut faire avancer le dossier de chacun d'entre vous. Oui, en fait, effectivement, il y a une procédure, parce que c'est une procédure administrative, comme dans chaque pays européen. Les structures administratives ont une hiérarchie. Mais dans ce cas, même si nous engageons une procédure administrative contre le régulateur, et même si il y a une preuve qui a manqué de ses obligations, mais ça ne rapportera pas comme résultat le remboursement. D'accord, donc a priori, c'est donc une procédure qui n'est pas pertinente dans le cadre actuel. Alors, la personne qui a posé la question voulait continuer. Notre but, ce n'est pas d'engager la responsabilité du régulateur. Toutes les plaintes auprès du régulateur, il peut sanctionner les sociétés. En fait, ces plaintes, les résultats de ces plaintes seront utiles pour engager une procédure civile après, si on était dans le cas d'un litige civil. Dans notre cas, nous sommes arrivés à un stade où les éléments et les faits et toutes les preuves que nous avons nous font penser que c'est plutôt un abus de confiance. Et une procédure civile, encore moins une procédure administrative, pour amener vers le remboursement. Est-ce que vous avez connaissance d'autres entreprises frauduleuses à Chypre avec le même type de procédure en cours? C'est ma première question. Et la deuxième, Monsieur Bouzy, je vous avais entendu parler du fait, alors que j'ai l'impression que c'est avéré, hein, que les fonds que nous avons, nous, en tant que particuliers déposés, n'ont jamais été utilisés à bon escient. Et ils ont été utilisés donc par Trade 360 d'une autre manière que celle qui était convenue dans l'aspect contractuel qu'on avait avec eux. Ça, c'est avéré, donc c'est quelque chose, j'imagine, c'est un des motifs pour lesquels on les attaque. Je vais juste préciser que dans la structure de CrowdTech et dans le groupe qui intègre CrowdTech, on a découvert une société du même type qui s'appelait UFX, qui avait des pratiques relativement similaires et qui a sévi pendant pas mal d'années. Et derrière, ce sont en partie les mêmes personnes qui opéraient et qui étaient derrière les téléphones de CrowdTech et derrière les claviers de CrowdTech. Ça, c'est le premier point. Alors après, sur la réelle utilisation de vos fonds sur les marchés financiers ou pas, à mon niveau, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y avait certaines pratiques qui existaient, qui consistaient à avoir plusieurs livres et statistiquement de faire un profilage de telle ou telle clientèle. Et à partir du moment où votre profil statistique montrait que vous étiez structurellement perdant, les ordres n'étaient pas répercutés et le courtier attendait tranquillement que votre compte descende à zéro. Voilà, par un jeu d'écriture, sans aller lui-même se couvrir sur les marchés. Donc ça, pour pouvoir faire ça, il faut être market maker, ce que n'était pas sur le papier CrowdTech, puisqu'ils avaient de mémoire une licence uniquement de passage d'ordre, ils répercutaient les ordres sur le marché de gros, on va dire, sur le marché interbancaire. Et toute la subtilité de certaines sociétés frauduleuses qui ont existé par le passé, ce sont des pratiques qui ont existé, je ne peux pas l'affirmer là comme ça publiquement sur CrowdTech, et consistait à faire passer ces fournisseurs de liquidités, ces market makers, qui étaient des sociétés appartenant à la même structure et au même groupe que la société donneur d'ordre. Donc, effectivement, au niveau du courtier et de la société initiale, c'est totalement propre, mais en fait, au niveau du groupe, on est en plein conflit d'intérêts, puisque ce que le courtier perd d'un côté, ça passe de la main droite à la main gauche. Donc, il y avait totalement, au niveau du groupe et des propriétaires plus hauts des structures,
une volonté de pousser les clients à la perte pour pouvoir encaisser directement l'argent et de le faire de telle manière à ce que ça ressemble un peu à un tour de passe-passe, une histoire de magicien, de prestidigitateur, où sans comprendre ce qui vous arrive, vous vous rendez compte que votre compte d'un seul coup est à zéro. Maître Novakov, vous vouliez dire un petit mot complémentaire, après je vais laisser la parole à Ouais, vous avez dit personne. ce que vous avez dit ce que je voulais dire. Oui, effectivement, concernant le schéma dans les grandes lignes, après, toute la difficulté de cela, c'est la preuve. Donc, nous, enfin, dans ces genres de dossiers, on va procéder par des indices graves et concordants. Ce n'est pas très facile d'apporter la preuve d'un conflit d'intérêt, c'est-à-dire conflit d'intérêt si les clients si les clients gagnent, la société perd, et l'inverse, et c'est ce qui se passe, si les clients perdent, eh ben, les sommes sont versées en faveur le bénéficiaire, le vrai bénéficiaire, c'est Trade 360. Donc il y a des indices graves et concordants que c'est la société Trade 360, enfin Crowdtech, qui est bénéficiaire de ces sommes, et la difficulté est d'apporter la preuve. Donc pour ça, je vais y revenir après. Et et effectivement, il y a d'autres sociétés chypriotes. Il y a même des actes, c'est bien connu, c'est un élément bien connu que le régulateur chypriote est très laxiste envers des plateformes régulées qui pratiquent souvent des activités illicites. Et donc, c'est bien décrié un peu partout, et il y a des actions, notamment en France, par l'AMF, qui tente soit de sensibiliser le public, soit de punir, mais il ne peut pas directement sanctionner donc des sociétés qui exercent en dehors de la France. Il y a eu des sanctions des sociétés chypriotes, mais qui ont exercé en France via des sociétés, des filiales donc à cette occasion, il y a eu des sanctions. Mais autrement, l'AMF ne peut rien faire contre Trade 360 parce que Trade 360 n'a pas une activité en France, quand bien même elle dirige son activité vers la France, mais elle exerce depuis Chypre, et donc c'est Chypre, c'est le SAISEC qui est uniquement compétent pour des sanctions disciplinaires. Hein. C'est pas, en revanche, si les particuliers qui ont eu un préjudice de par son activité peuvent agir soit au civil, soit au pénal. Donc, Bonsoir, c'était par rapport justement aux côtés de la France, où moi j'ai essayé de passer par la gendarmerie pour porter plainte pour abus de confiance. Au début, les gendarmes m'avaient dit que je n'avais pas de preuves suffisantes parce que je n'avais pas tout emmené. Mais ce que j'avais fait et ce que j'ai noté aussi avec Trade 360, c'est qu'il y avait des traces et du coup j'ai fait des captures d'écran au fur et à mesure. Et donc du coup j'ai donné tout cela aux gendarmes. Mais concrètement, si je n'avais pas fait ça, on va dire que des fois il y avait des choses qui disparaissaient en une demi-heure. Et je ne comprends pas comment ça n'a pas été notifié, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des captures d'écran, mais concrètement, quand on regardait mon compte, ça avait littéralement disparu les transactions qu'ils avaient faites. Et comment est-ce possible, du coup ? Est-ce qu'on peut dire, du coup, les accuser de manipulation frauduleuse du système informatique aussi ? Tout à fait, vous avez constaté la disparition d'opérations de trading qui ont lieu sur votre compte alors que vous n'étiez pas forcément à l'origine de ces opérations. Et donc, du coup, vous perdez quelque part la preuve de ce qui s'est passé. Et si vous voulez monter un dossier de preuve, vous vous rendez compte que votre plateforme ne permet plus de reconstituer l'historique réel et sincère de ce qui est arrivé à votre argent. Exactement, alors que moi, du coup, comme j'avais tout
capturé en écran. Mhm. Je leur ai donné tout le processus avec aussi ma réclamation auprès de Trade 360 et puis après au-dessus. Mais n'empêche que concrètement, ils m'ont fait attendre et après, au fur et à mesure, on ne va pas dire qu'ils m'ont eu à l'usure, mais presque. Alors, il y a deux, trois éléments qui sont extrêmement importants dans ce que vous avez dit. Donc, le premier, sur la manipulation de la plateforme, technologiquement, ce n'est pas spécialement compliqué. Après, légalement, je ne sais pas si Maître Georgieva ou Maître Vakov voulait vous prononcer dessus, mais il me semble que c'est quand même des éléments qui normalement ne devraient pas avoir lieu et qui peuvent être remontés auprès du régulateur, normalement. Quand vous avez des opérations qui disparaissent et en plus vous pouvez le prouver en montrant qu'il y a une différence entre vos captures d'écran et l'historique du compte que vous avez par la suite. Bon, il faut quand même qu'ils expliquent pourquoi la ligne est disparue, quoi. Ils peuvent sortir une histoire de bug informatique, mais le bug, il va avoir bon dos. Donc, oui, ça, normalement, ça devrait pas arriver, ce genre de choses. Et après, votre plainte à la gendarmerie, vous l'avez fait dans quelle région? Est-ce que vous savez où elle en est? Est-ce qu'il y a une instruction d'ouverte? Alors, ça a duré un certain temps et là maintenant, il y a marqué avis de classement à victime. Je me permets d'intervenir juste pour dire que j'ai fait exactement la même chose et j'ai eu la même réponse et moi je l'ai déposé en Haute-Garonne. Donc voilà, moi j'ai une question assez pragmatique en fait, je m'interroge. C'est que là, si on résume un petit peu là, ce qu'on vient d'entendre, on a la société qui est partie en liquidation, qui fait une demande d'abandon de licence, il y a un régulateur de leur côté, et l'AMF qui ne peut rien faire, et on ne peut pas prouver tout ce qui a été fait. Et quand bien même, l'argent ne peut pas être... Enfin, je ne vois pas comment on peut récupérer notre argent dans ce contexte. Donc j'aimerais avoir des pistes pour... parce que là, je m'interroge fortement sur, vu le contexte, sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on récupère quelque chose. Enfin, quel est le levier, quelle est l'arme possible, si vous voulez, pour essayer de récupérer quelque chose, quoi. Alors, il y a un autre élément de contexte, comme vous avez dit, que je n'ai pas abordé et qui peut être extrêmement... qui est en fait la clé. Avant cette affaire, avant CrowdTech et Trade 360, ils exploitaient une autre marque qui était UFX. Et en fait, derrière, bien sûr, il y a la société CrowdTech, une petite coquille, mais vous avez surtout un groupe avec une nébuleuse de sociétés. Et en fait, ce groupe, qui était le propriétaire de CrowdTech, alors CrowdTech, ça passait par une holding qui était en Angleterre et dont il y a des connexions entre les gérants de cette holding et d'autres parties de la structure, ce groupe, lui, est capitalisé. Et donc, il y a de l'argent dans ce groupe. Même si la coquille CrowdTech, en tant que telle, effectivement, elle ressemble à une coquille qui se vide de plus en plus et qui est en train de disparaître. On parlait des motifs de mise en liquidation. Ben là, on devine clairement que la mise en liquidation, elle se fait pour justement échapper à ses responsabilités. Tout à fait. Même si vous avez beaucoup de connaissances, enfin toutes les connaissances également. Donc oui, ça ne sera pas sans difficulté, évidemment. Tout c'est une question parce que, encore une fois, on ne va pas arriver devant le juge d'instruction dans un premier temps. Enfin, voilà, juste une petite question une explication pour la procédure. Donc, dans un premier temps, il y a certains d'entre vous ont porté plainte. Donc, maintenant, s'il y a une action, le but, c'est de ne pas perdre du temps, que tous portent plainte simple. Vous avez porté plainte simple, mais de procéder au dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Donc, de cette manière, un juge, la différence avec les plaintes simples, c'est les enquêtes préliminaires menées par les brigades financières des commissariats, des gendarmeries. Et donc là, c'est un juge d'instruction qui est saisi et c'est sous son autorité que les enquêtes, une information judiciaire est ouverte. Et donc, il y aura des enquêtes sur cette entité. Donc il y aura, c'est forcé, donc, parce que le juge d'instruction devrait par la suite justifier s'il
envisage d'aller plus loin ou s'il envisage de lui-même aussi de classer le dossier. Donc, voilà, ça c'est les questions procédure. Question preuve, parce que tout sera une question de preuve. On ne va pas arriver devant le juge d'instruction en disant, voilà, on se fait escroquer. Non, il faut tout prouver. Il faut apporter donc le plus possible parce qu'il y aura une enquête de la part des forces de l'ordre. Eux, ils auront tous les pouvoirs, beaucoup plus. Hein, donc d'investiguer, de regarder, de mettre la main sur toute l'organisation, tout le montage de ces sociétés. Et à cette occasion, donc, ils vont mettre en cause, ils vont toutes les personnes qui ont eu, qui sont protagonistes, donc il y a eu des bénéfices. Donc, et là, notre travail à ce stade avec Broker Défense, donc moi pour information, je n'ai pas encore eu accès à tous vos dossiers personnels. Donc je connais le schéma, comment fonctionne Trade 360, mais je n'ai pas encore eu accès. Donc, nous, le travail, et Broker Défense va bien m'aider dessus, donc c'est de mettre tout ce schéma, donc de dire que ce sont des grands groupes et c'est pas forcément que Trade 360, il y a d'autres sociétés, mais il y a également des plateformes qui ne sont pas régulées et très souvent il y a eu des clients, des personnes qui ont été inscrites par Trade 360, mais pas uniquement de Trade 360, il y a les mêmes personnes qui ont été attirées à investir ailleurs et donc, mais cela, nous, ça peut être prouvé. Ça peut être prouvé, donc voilà, et ça aggrave la situation de Trade 360. Est-ce que Trade 360 est solvable? Donc là, eux, en voulant retirer donc leur autorisation du gendarme chypriote, en fait, ceci constitue en droit français un délit, je vais vous dire les termes, délit d'organiser délit de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Donc là, très clairement, Trade 360 a déjà procédé à des dédommagements de certaines personnes. Ils ont vu qu'il y a un grand nombre et puis leur réputation a commencé à être pas très bonne, ce qui fait qu'ils ont moins de clients. Du coup, ils se sont dit, on arrête là. Et puis on ne rembourse plus, on garde. Est-ce qu'il faut une liquidation, une dissolution? Non, il faut juste des motifs propres, des motifs propres pour une dissolution. Donc ça, c'est conformément le droit français. Conformément le droit chypriote, ça peut être un peu différent. Donc, les questions, la difficulté dans ce dossier sera donc de prouver, mais on a suffisamment d'indices graves et concordants pour dire qu'il s'agit des mouvements très illicites et frauduleux qui a l'intention donc de spolier vos biens sans la contrepartie, sans aucune contrepartie. Ça, on peut le prouver, il y a des manœuvres frauduleuses. Effectivement, Trade 360 a une licence de transmission des ordres ou de l'exécution des ordres de leurs clients, mais en aucun cas, dans beaucoup de cas, elle donne des conseils, elle n'a pas le droit. Souvent, elle fait des actions qui ne sont pas voulues par les clients. Donc, ces manœuvres, ceci prouve des manœuvres frauduleuses et on peut, par des indices graves et concordants, on peut prouver que ils ont aussi dans leur groupe de sociétés des teneurs de marché, des market makers, qui sont la contrepartie des sommes investies par les clients, ce qui fait que si les clients gagnent, leur groupe perd, et l'inverse, si les clients perdent, le groupe gagne. Donc, ceci, là, on va procéder par des indices graves et concordants.
Donc, la preuve, on n'a pas une preuve noir sur blanc qu'ils en profitent, mais c'est là toute la difficulté. Et de toute façon, ces indices graphes et concordants sont renforcés donc, par tous ces manœuvres frauduleuses, par le nombre de victimes. Hein, il y a un très grand nombre de victimes, Trust360, mais également d'autres plateformes, UFX et d'autres plateformes chypriote, donc c'est un élément bien connu. Et comme a dit Marc, étant un grand groupe, ils sont solvables. Après, on ne peut pas engager la responsabilité d'une autre société qui n'est pas directement impliquée, mais pour les bénéficiaires effectifs, oui. On peut si un bénéficiaire effectif participe dans plusieurs sociétés, donc on peut donc saisir ses biens. Donc voilà, tout sera une question de preuve, mais nous, on emportera toutes les preuves qu'on peut, mais après, encore une fois, il y aura des charges qui seront de l'État s'il y a une action publique. Donc, l'action publique va mener les enquêtes, ils auront suffisamment de pouvoir pour récupérer toutes les preuves. Donc, nous, on va devoir se contenter de donner suffisamment de preuves pour actionner donc, l'action de l'État et d'apporter les preuves qui sont dans notre possibilité de les apporter. J'aimerais rajouter 2 éléments qui sont également importants. L'élément de répétition, c'est-à-dire qu'autour de ce groupe, on se rend compte qu'il y a eu des créations de courtiers comme Trade360 depuis 2013. Donc en fait, ils ne sont pas à leur coup d'essai. On voit des éléments récurrents de répétition, et ça fait partie des éléments concordants pour remonter sur la responsabilité du groupe, parce que ça permet de mettre en évidence que, somme toute, ce n'est pas un accident à 360, ce n'est pas sorti de terre comme ça par hasard. Il y a eu une histoire, il y a eu un passé, je dirais même pas un passé, il y a eu un passif, parce que ça s'est passé globalement de la même manière, avec d'autres variations, mais c'est à peu près pareil. Et l'autre point, quand vous avez une liquidation, donc évidemment, vous avez une limitation de responsabilité sur la liquidation, on ne peut pas aller au-delà, mais quand il y a un lien avéré avec un courtier non régulé, c'est-à-dire une activité totalement illégale et illicite, il n'y a plus de limitation de responsabilité sur des activités illicites, bien évidemment. Donc ça, c'est un point important. Et quand vous avez des victimes qui ont des preuves de connexion entre Trade360 et une activité d'un courtier illicite, ça, c'est des éléments qui permettent d'aller au-delà de la coquille vide et d'aller toucher des acteurs. Alors, quel acteur, jusqu'où on veut aller? Est-ce qu'on va réussir à toucher de la partie solvable, les poches? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça permet de sortir du cadre stricto sensu de cette coquille dans laquelle les opérateurs de Trade360 vont essayer d'enfermer les victimes et essayer de ne pas les en faire sortir. Alors, je vois qu'il y a pas mal de réactions, de points à évoquer dans le chat, également des personnes la personne de tout à l'heure qui veut reposer une question. Alors, jamais porter plainte, est-il possible de le faire maintenant? Alors ça, je pense que Maître Novakov va prendre la parole tout à l'heure pour évoquer et répondre à la question. Combien de dossiers de particuliers sont en cours contre Trade360? Alors, je pense qu'on doit en avoir une vingtaine ou une trentaine à peu près. Ce qui, d'un point de vue judiciaire, quand vous avez 20 victimes ou 30 victimes qui ont un mode opératoire quasiment similaire, ça, Maître Novakov, vous allez me couper ou me confirmer. Mais je pense que c'est un élément largement suffisant pour attirer l'attention de la justice. Donc, évidemment que déposer une plainte et 20 plaintes ce n'est pas pareil. Et le poids de toutes ces plaintes fera que les investigations seront plus sérieuses. Et juste pour revenir, oui, effectivement, si la société Trade360 tente d'organiser une dissolution frauduleuse, évidemment que les personnes qui l'ont fait répondront de leurs biens s'il n'y a plus de société, oui, évidemment, oui. Je vois qu'il y en a qui ont porté plainte comme moi, donc on fait un dépôt de plainte. Oui, donc effectivement, plus il y a d'éléments d'information, plus ça peut être pertinent dans la mesure où peut-être que dans votre dossier, vous avez une pépite
que l'on ignore. Peut-être qu'il y a le document, la pièce, le mail qui fait que ça pourrait empocher, embarquer la victoire pour tout le monde. Moi, ce que j'ai pas très bien compris, c'est le lien entre Trade 360, donc, qui est implanté sur la plupart des continents apparemment. Ils sont en Australie, tout ça, en Amérique et tout. Donc là, ils continuent d'exercer, d'après ce que j'ai compris. Et Crotech, qui serait Trade 360, mais version Europe. Donc, est-ce qu'ils sont autonomes ou est-ce que Crotech fait partie de Trade 360 qui existe toujours? Alors ça, je peux vous donner déjà un premier élément par rapport à ce qu'on a découvert de la structure. Donc la société s'appelle Crotech Limited. Point. Elle exploite une marque commerciale qui est Trade 360. En fait, tout dépend de ce qui fonde la marque. La marque est un actif. Et donc, est-ce que la société Crotech liquide, et dans le cadre de sa liquidation, va vendre la marque s'ils en sont propriétaires? Est-ce que la marque appartient au groupe? Elle est retirée en exploitation de Crotech, mais elle est réutilisée pour une autre société ailleurs? Bon, il y a pas mal de questions. Maintenant, n'oubliez pas qu'en fait, cette société Crotech est intégrée dans un groupe. Donc, en fait, si vous voulez, l'important, c'est que le groupe continue d'exister. Elle peut reprendre, ça peut redémarrer. Alors, sachant que également sur Trade 360, on va dire, il y a eu les affaires dans l'affaire, puisqu'il y a eu toute une série d'usurpations d'identité de Trade 360. Alors, la question, c'est est-ce que c'est réellement des usurpations d'identité ou est-ce qu'on vous, tant que victime, on vous a fait croire à des usurpations d'identité en vue de continuer à vous tromper? Donc ça voilà, c'est aussi un autre point. Aujourd'hui, effectivement, comme visiblement la négociation a échoué, je pense que c'est peut-être intéressant que tout le monde le fasse, même peut-être pour que les commissariats un petit peu partout en France se disent qu'il y a plusieurs victimes. Oui, effectivement, et donc c'était très bien fait dans un premier temps de tenter une solution amiable, d'autant plus que ces plateformes, il y a une pratique que ces plateformes, indemnisent, enfin, ils dédommagent pas de la totalité, mais leurs clients pour éviter des actions par la suite. Sauf que là, Trade 360 se dérobe à ses obligations, enfin, elle organise donc son insolvabilité. Et donc, voilà, il fallait faire ça. C'était la bonne chose à faire. Maintenant, la seule option qui se présente est la voie pénale, d'autant plus que civilement, on n'est même pas sûr que cette société existera s'il y a une action civile. Mais cette action civile est complémentaire un peu à l'action pénale parce que les mêmes choses peuvent être il peut y avoir les mêmes débats. Donc, pour faire une action pénale, le plus simple, c'est l'une des victimes qui a porté plainte, qu'elle se constitue qu'elle dépose plainte avec constitution de partie civile. Donc la condition, c'est il faut qu'il y ait 3 mois, bon, soit avis de classement, soit 3 mois après avoir déposé plainte simple. Donc là, il y a quelques cas de dépôt d'avis de classement. Donc une de ces victimes peut saisir le doyen des juges d'instruction et ordonner donc une ouverture d'informations judiciaires. Une fois une information judiciaire ouverte, donc dans cette occasion, il y a un dépôt de consignation d'une certaine somme pour justifier du sérieux, pour garantir le sérieux d'une telle plainte. Donc évidemment que la plainte est sérieuse. Et donc par la suite, une fois information judiciaire ouverte, il y a des numéros de dossier, numéros de parquet. Donc ces numéros de dossier de parquet seront communiqués à tous concernés par cette escroquerie et vous pourrez tous, donc à cette occasion, vous déposer plainte ou même vous manifester
auprès du juge d'instruction et donc exposer votre cas, dire ce qui s'est passé et donc avoir aussi le statut de partie civile. Et étant une vingtaine, ça fait un poids considérable donc qui oblige le juge à faire des enquêtes sérieuses. Donc effectivement, les escroqueries financières, ce qui est caractéristique concernant les plaintes des victimes d'escroqueries financières en France, il y a un taux d'avis de classement à environ 90%, donc c'est consternant. Toutes ces victimes, donc, les plaintes sont balayées, donc il y a des avis de classement massifs, ou alors très souvent il n'y a même pas de réponse. On dépose une plainte, aucune nouvelle. Donc voilà, saisir le juge d'instruction avec des plaintes groupées serait la meilleure des façons de mettre toutes vos chances de vos côtés et donc espérer un retour des fonds investis frauduleusement. Donc, ça signifie que je ne dois pas aller dans mon commissariat toute seule, en fait, mais que c'est… Alors, donc, vous pouvez, si vous voulez aller toute seule, là, ce n'est pas au commissariat. Si vous avez déjà déposé plainte, vous n'allez pas y revenir. Donc là, encore une fois, ça se passe devant le juge d'instruction. C'est le doyen des juges d'instruction. Il faut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Et un juge d'instruction sera saisi du dossier. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez le faire toute seule, ou si vous souhaitez, vous pouvez le faire via un avocat. Par exemple, si vous souhaitez me missionner, c'est un peu l'objectif de cette discussion. Donc via un avocat, il y aura un paiement des honoraires. Donc, mes honoraires, vu justement votre situation, seront très raisonnables. Si vous souhaitez le faire vous-même, vous pouvez. Sachant que les risques auxquels vous vous exposez, c'est que ça ne soit pas pris d'une manière très sérieuse, mais vous pouvez également vous porter toute seule, rédiger un courrier, mais il faut bien le documenter et dire quels sont ce que vous reprochez donc à la société Trade 360. Crowdtech plutôt, oui, c'est la société Crowdtech. En fait, là, je vais juste rajouter un petit point. Vu la complexité de l'affaire, vous avez forcément besoin de vous coordonner entre toutes les victimes. C'est-à-dire que quand on prend chaque dossier individuellement, on se rend compte que les éléments que vous pouvez avoir individuellement sont trop parcellaires et ne permettent pas de reconstituer un schéma d'ensemble de ce qui a été construit, de ce qui s'est passé. Et donc, c'est vraiment en vous regroupant et en mettant en commun tous les éléments que vous avez individuellement que ça donne des chances et que ça permet d'aboutir à un certain résultat. Il faut que vous ayez en tête que vous êtes une pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des victimes passent à autre chose et ne cherchent pas à se défendre. Donc, c'est quelque part, c'est un peu malheureux parce que c'est comme ça que ce genre d'affaires continue d'exister année après année. C'est-à-dire que quand on voit Crowdtech qui commence à arriver, alors qu'on va retrouver des ramifications des choses avec d'autres noms de courtiers qui existaient depuis 2012-2013, on se dit que peut-être que les victimes de 2012, 2013 ou 2015 aurait peut-être pu réussir à empêcher que les victimes de 2019-2022 existent. Voilà, et peut-être que vous êtes ceux qui vont empêcher que les victimes de 2025 ou 2028 existent. Oui, je voulais juste signaler par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la société qui louait ou il avait acheté une marque
qu'une autre société, Trade 360 en l'occurrence. Moi, pour avoir côtoyé ce genre de société, je peux vous dire que les fonds, on n'arrive pas à les récupérer sur ce genre de montage. Ou alors, c'est très compliqué. Parce que la loi autorise ce genre de montage. Donc, après, pour prendre les fonds sur ce genre de société, c'est très compliqué. Alors, en complément de ce que vous dites, quand vous êtes sur des montages, on va dire, légaux, et quand il n'y a pas d'éléments frauduleux derrière, effectivement, et c'est tout l'intérêt de la loi qui autorise ce type de montage. Sinon, et voilà, ça fait partie du monde des affaires classiques. Maintenant, on a quand même l'expérience de UFX précédemment, et Maître Novakov, vous avez réussi à récupérer de l'argent sur UFX de mémoire, dans un cadre comme ça. Maître Georgieva, vous avez également eu cette expérience, et là, cette expérience, c'est directement contre eux. C'est vraiment une structure. Et précédemment, on avait une structure qui s'appelait FXGM, et qui opérait avant UFX. Et Maître Novakov, je crois que vous avez vous étiez plus sur FXGM que UFX à l'époque. Plusieurs dossiers FXGM, tout à fait. J'ai pas eu affaire avec UFX. Je voudrais juste rajouter dans ce contexte que la dernière mise en demeure qui a abouti aux négociations, c'était exactement pour le fait que nous avons rajouté, suite à ton investigation, les noms des bénéficiaires finales de toute cette constellation de sociétés. Ce qui, encore une fois, démontre que la plainte pénale sera dirigée vers les personnes physiques mêmes et pas seulement sur les structures juridiques. Déjà, au niveau précontentieux, ce paragraphe dans ma mise en demeure a fait réagir la structure. Donc, je pense que devant un juge pénal, quand ces personnes se exposées devant la justice, pas seulement dans un cadre précontentieux, ils auront envie de renégocier pour atténuer la peine encourue qui pourra suivre éventuellement. Parce qu'effectivement, quand vous êtes plusieurs, chacun a ces éléments de son côté qui ensemble font une image complète de différents éléments qui tous ensemble font une preuve. Novakov, je crois que dans une des procédures que vous aviez engagées sur ce type de courtier, la procédure n'a pas été à son terme parce que la partie adverse a souhaité négocier. Tout à fait. Sur cet autre courtier chypriote, il y a une procédure pénale sur laquelle j'étais l'avocat d'une partie civile qui dure depuis une dizaine d'années. On a engagé également une action civile. Et donc, à ce moment-là, on a été en contact avec l'avocat de cette plateforme régulée qui a décidé de négocier. On est arrivé à un protocole transactionnel qui était tout à fait intéressant. On leur a demandé une somme plus élevée. Et d'ailleurs, dans d'autres dossiers également, il y a eu des négociations avant même qu'il y ait une action en justice. Donc, tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir cet élément, peut-être un élément de pression sur cette plateforme s'il y a une action pénale. Donc, ils peuvent se dépêcher à vouloir résoudre ça. Ça peut être un élément de pression, mais nous, on va pas juste espérer une transaction. Quand bien même il n'y aurait pas de transaction, les chances d'avoir une issue favorable restent élevées parce que on a là des personnes qui sont facilement identifiables. Donc, des personnes qui sont facilement identifiables, ce ne sera pas facile d'investiguer parce qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas en France. Donc, il faut de l'entraide judiciaire entre plusieurs États, ce qui fera que les délais seront un peu plus longs. Mais effectivement, et par ailleurs, j'ai dans un autre dossier
Il y a également plusieurs personnes ayant porté plainte contre. C'est en juin à une information qui était ouverte contre une plateforme qui, elle, n'était pas régulée, donc les investigations sont bien plus difficiles. Et ben, le fait qu'il y a un préjudice global relativement élevé, ça engendre des investigations. C'est un élément de poids pour faire fonctionner, donc pour qu'il y ait des investigations sérieuses. Autrement, les juges d'instruction, même les juges d'instruction, n'hésitent pas à trouver des arguments qui diront qu'il n'y a pas suffisamment de preuves ou qui font qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. En l'occurrence, il y a suffisamment d'éléments, suffisamment de victimes. On peut en citer d'autres, même on connaît ceux qui n'y seront pas, on peut les citer à titre d'exemple, présenter des témoignages sur cette plateforme qui feront que il y aura des investigations. Une fois qu'il y aura des investigations, il y a des vraies personnes, on va les fournir, ces vraies personnes qui seront interrogées, qui seront éventuellement, espérons-le, mises en cause. Donc voilà, c'est le fait qu'il y a les auteurs des faits sont facilement identifiables est un élément très important parce que le travail est facilité pour les enquêteurs. Comment on procède pour porter une plainte collective au pénal, si je comprends bien? Et surtout, combien ça va nous... Ça n'existe pas de plainte collective. Pas d'action collective en France, pas de plainte collective. Donc, c'est au cas par cas, une par une. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, lorsque une personne, la première personne la plus diligente, on va dire, mais ça serait concerté. Donc, lorsqu'une personne va déposer plainte avec constitution de partie civile, donc une fois qu'il y aura un numéro d'instruction, numéro de dossier, toutes les autres, une par une, individuellement, expliquant individuellement ce qui s'est passé, justifiant individuellement leur préjudice, leur relation avec Trade 360, donc c'est individuel. Ce que Maître Novakov a en projet, c'est effectivement de se charger de cette première plainte avec une personne qui pourrait servir après de regroupement pour tous les autres. La première plainte va se nourrir déjà du vécu des données, des éléments de vous tous. Si on pouvait se sortir de ce cauchemar, on serait, je pense, tous ravis. Et donc, moi, je vous fais confiance pour, en tous les cas, travailler à la mise en relation de nous tous et puis pour porter nos demandes. Voilà. Donc, effectivement, il y a une personne qui va devoir devoir prendre à sa charge ce dépôt de consignation. En règle générale, le dépôt de consignation que j'ai pour les clients, c'est dans les quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros, voilà. Et il s'agit d'un dépôt de consignation qui, à la fin, est remboursé évidemment au plaignant. Mais effectivement, une personne, la première personne, donc celle qui ouvre l'instruction, c'est la première personne qui porte plainte avec constitution de partie civile, systématiquement, un dépôt de consignation lui sera demandé. Maître Georgieva, Maître Novakov, je voulais vous remercier pour votre participation ce soir, d'avoir pris votre temps. Je voulais également remercier Vania qui travaille avec nous et une grande partie d'entre vous ont déjà eu plusieurs fois au téléphone. Je voulais remercier chacun d'entre vous d'avoir été présent ce soir, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir eu des remarques qui étaient extrêmement pertinentes et intéressantes, d'avoir été très constructif dans cette soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous.